En route désormais pour le deuxième panel qui nous emmène à voir et revoir l'histoire de l'esclavage, de la traite humaine et des abolitions. Donc pour ce faire, j'appelle Madame Imanié Dalila Daniel, Monsieur Michael Geron, Monsieur Christian Delorme et Monsieur Alain Kemfa. Installez-vous. Imanié, vous êtes auteur, compositrice, interprète. On vous connaît pour votre roman historique à succès, un vrai best-seller, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres. Vous avez écrit également sa suite logique, je dirais, vu le succès du premier, qui est Sacré Vagabond, Pas de liberté pour les nègres. Et on vous connaît aussi pour votre chant, je dirais, parce que vous faites aussi des comptines pour enfants, et notamment toute une série de contes et de comptines que vous avez transformés dans un livre, Contes et chansons de Tati Doudou. On peut dire ça. Imanié, nous vous écoutons par rapport à ce deuxième panel et à la thématique qui nous intéresse. Ah, donc l'histoire de l'esclavage et des abolitions. C'est à vous. Bon, alors merci à Africa 50 de m'avoir invité à partager un moment où on sent quand même qu'il y a beaucoup d'émotions. Personnellement, j'arrive pas à parler de ça sans émotion, moi-même. Parfois, des émotions très fortes que j'ai du mal à contrôler, mais je me soigne. Parce qu'en fait, notre histoire, elle est très peu connue. Il y a combien de romans dans la littérature française qui font allusion à la vie sur une habitation esclavagiste française? Il n'y en a pas beaucoup. On peut même les compter peut-être sur les doigts d'une seule main, de toute l'histoire de la littérature française. Donc ça veut dire que ce livre a permis aux Antillais de découvrir la vie de leurs ancêtres. D'ailleurs, nous parlons de la loi Taubira, mais qui parlait de l'esclavage avant la loi Taubira? Si aujourd'hui on trouve qu'on en parle trop, c'est parce qu'on en a tellement peu parlé que c'est comme si c'était un geyser, quelque chose qui jaillit, où les descendants de cette histoire qui ne la connaissaient pas commencent à peine à la découvrir. Donc il y a un intérêt particulier pour les descendants des Africains déportés de connaître l'origine finalement de leur présence dans cette partie du monde, et pour trouver un rattachement avec nos ancêtres africains qu'on nous a dressés à mépriser, qu'on nous a dressés à regarder comme des ennemis, comme des sauvages, comme des gens qui n'étaient pas dignes d'intérêt. Et on nous a également dressés dans la haine de la couleur de notre peau. Il y a une expression qui est dans le langage commun aux Antilles, à l'époque, hein, peut-être plus maintenant heureusement, mais qui disait qu'il fallait blanchir la race. Parce que plus on était foncé de peau et plus on était destiné aux travaux les plus durs sur l'habitation, c'est-à-dire le travail dans le champ de canne. Un homme comme mon voisin aurait été vraiment au fond du champ de canne. Il n'aurait pas été là où, près de la maison du maître. Hein. Donc on nous a appris à nous haïr nous-mêmes. C'est peut-être l'un des plus grands drames de l'esclavage, c'est d'avoir donné aux gens la haine d'eux-mêmes, la haine de leur propre couleur. Et ça, c'est terrible à vivre encore aujourd'hui. Donc cette histoire méconnue, ce livre a permis aux gens de se dire « Ah oui, bon, c'est comme ça qu'ils vivaient ». Parce que vous savez, quand on dit l'esclavage, on a l'impression qu'on parle d'une masse un peu confuse qui serait perdue dans le passé, les esclaves. Bon, on se rappelle tout à coup que c'était des personnes, qu'elles avaient une âme, contrairement à ce qu'on a prétendu, qu'elles avaient des émotions, qu'elles avaient des sentiments. Et justement, l'histoire de Zahir et Théophile le prouve, où Roméo et Juliette peuvent aller se rhabiller, et je vois très bien les petits sourires qui accompagnent souvent, et je vous dis pourquoi. Parce que Roméo et Juliette avaient tout pour être heureux. Zahir et Théophile n'avaient rien. Leur propre corps ne leur appartenait pas. Roméo et Juliette sont des héros de plume. Zahir et Théophile ont réellement existé.
Et Roméo et Juliette meurent par amour romantique, l'un de l'autre, ils sont dans leur bulle. Zahir et Théophile reviennent 180 ans après pour nous dire, la voilà votre vraie histoire. Puisque ce qu'on découvre et ce que les gens ont découvert, après que je l'ai découvert moi-même dans les archives, c'est que l'histoire se déroule en 1838, nous sommes 10 ans avant l'abolition, et quand je trouve les actes de décès de Zahir et Théophile, puisque l'état civil a été rendu obligatoire sur les habitations au début des années 1830, vers 1834, donc on est obligé à ce moment-là d'inscrire naissance, mariage, décès, et je trouve les actes de décès de Zahir et Théophile qui se suivent dans un registre d'état civil. Et je découvre que Zahir, c'est elle qui part la première, elle a 37 ans, c'est vieux pour une esclave, l'espérance de vie est de 40 ans à peine. Elle part la première, évidemment il se passe quelque chose qui provoque cet acte de désespoir. Et son homme, Théophile, qui n'a que 30 ans, qui aurait pu avoir toutes les femmes de l'habitation, parce que ce qu'on découvre aussi, personnellement je suis une femme et ça me stupéfie quand je le découvre, c'est qu'on vit dans une époque où la femme noire est à tout le monde. N'importe qui veut une femme, il la prend. Elle n'a personne pour la défendre. Elle n'a personne pour s'opposer à la méchanceté, à la cruauté dont elle est victime. Et il part avec sa femme. C'est que c'était un amour vraiment très grand. Et la question pour moi a été comment on peut s'aimer à ce point quand on ne s'appartient pas soi-même. Et à partir de là, je voulais, par respect pour ces gens, ces personnes, ces mounes, comprendre comment un tel amour a pu être possible et comment un tel procès a pu se dérouler, puisque cette histoire est révélée par Victor Schellcher dans un livre où il parle de procès qui ont été faits par des esclaves à leur maître. On est 10 ans avant l'abolition. Et il y a eu en effet un procès fait pour Zahir et Théophile, non pas par eux, mais par leurs compagnons de l'habitation pour ce qui leur était arrivé, ce qui est un événement extraordinaire en plein esclavage. Donc, on est 10 ans avant l'abolition et par respect pour ces personnes, pour ces mounes, je décide de resituer l'histoire dans son vrai contexte. Je vais aux archives, j'ouvre les archives coloniales et j'atterris dans une autre galaxie. Parce que cette histoire n'est pas connue. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Et j'ai découvert l'existence de l'esclavage. J'ai 18 ans. Par hasard, parce que je passe devant un petit fascicule sur lequel il est marqué « La révolution esclavagiste du 22 mai 1848 en Martinique » par M. Armand Nicolas, qui est mon héros, historien. Je me dis « Révolution anti-esclavagiste ». Puis je me dis « Mais au fait, il y a eu l'esclavage ici ». Puis je réalise que voilà, je réalise qu'il y a eu l'esclavage dans mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, il y a eu ça. Mais je ne connais pas les détails. Et quand j'ouvre les archives coloniales, je mets 4 mois à m'en remettre. Pendant 4 mois, je suis assise sur mon balcon où j'ai une vue paradisiaque sur le pays et je regarde et je me dis, c'est pas possible. Comment ça a pu se dérouler là? Parce que j'habite dans une région très agricole, où il y avait des champs de canne, beaucoup de champs de canne. Et je me dis, là, ça s'est passé là, je vous dis ça, j'ai la chair de poule, ça s'est passé là, Pendant 4 mois, j'ai été incapable d'écrire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne connaissons pas cette histoire, on la connaît globalement, mais on ne connaît pas les détails de cette histoire. On n'a pas de film, on n'a pas de série, on n'a pas de roman, on n'a pas tous ces outils qui popularisent quand même un événement historique d'une telle ampleur, par la durée, 400 ans, par le nombre des victimes, 15 millions. Sinon plus, parce que entre ceux qu'on a comptés et puis ceux qu'on a jetés dans la mer, bon, on ne sait pas. Et puis par le caractère exclusivement économique de cette abomination. Bon, donc je mets 4 mois à me remettre et après je rentre aux archives avec mon titre. Ça devait s'appeler Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée. Je suis partie pour écrire une histoire d'amour. Et je ressors des archives traumatisée,
avec Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Parce que ce que je découvre aux archives, je me dis, il faut que les Martiniquais le sachent. Et je sors avec ça. Mais je ne ramène pas ça dans mon livre. Hein. Alors, il faut que je précise que je ne suis pas historienne. Je ne suis pas sociologue, je suis une artiste. J'ai écrit un livre parce que j'attendais qu'une histoire me rencontre. Le jour où cette histoire me rencontre, je sais que c'est l'histoire que j'attendais et je l'écris en artiste et pas en historienne. Et comme j'ai été aussi journaliste et que j'ai appris à investiguer, je suis allée chercher l'information. Et c'est ce que je découvre qui transforme mon titre. Après, le livre sort, et là, je vous dis franchement, je me dis, bon, ça va durer 3 mois, les gens vont le lire, et puis dans 3 mois, on n'en parlera plus. Bon, ça fait 4 ans que ça dure, et ça fait 4 ans que je réimprime, parce que les gens découvrent, finalement, ils se disent, waouh, c'est donc ça. Et je ne ramène pas dans mon livre les atrocités que j'ai vues, parce que je ne voulais pas que mes lecteurs le déposent avec le sentiment que moi, j'ai eu quand je suis partie des archives. Je voulais d'abord raconter cette histoire d'amour, mais il y a ce fait, ces événements de préparation de l'abolition qui sont tellement sidérants qu'effectivement, ils sont rentrés dans l'histoire. Et quand ce livre sort, je découvre l'abolition de l'esclavage. Et je dis et je prétends que l'abolition de l'esclavage, telle qu'elle a été décidée et appliquée le 27 avril 1848, est un crime contre l'humanité. Ces gens-là ont inventé l'esclavage moderne. Donc on peut rentrer dans des... On se repositionne bien, on est sur la deuxième abolition. Oui, parce qu'en fait, il y a eu 3 abolitions, et ça, on l'ignore. Alors, il y a eu d'abord une première abolition, et ça, je découvre ça la semaine dernière, hein. C'est pour vous dire comment notre histoire, elle est là. Il y a eu une première abolition décrétée en 1793, en août 1793, au Cap-Haïtien. La proclamation est écrite en créole haïtien d'abolition de l'esclavage. Il y a eu ensuite l'abolition de 1794, celle qu'on considère comme étant la première, mais qui est en fait la deuxième, et puis qui n'a pas été appliquée en Martinique. Elle a été appliquée en Guadeloupe, mais pas en Martinique, parce que ceux à qui profitait le crime, sachant qu'on allait abolir l'esclavage, ont donné l'île aux Anglais. Donc les Anglais n'ayant pas aboli, l'esclavage n'a pas été aboli en Martinique. Elle n'a jamais connu ces 7 ou 8 ans d'abolition avant que Napoléon Bonaparte ne la rétablisse dans le sang et dans des conditions extrêmement cruelles. C'est pour ça qu'il est étonnant qu'on célèbre en même temps Napoléon et Toussaint Louverture. Je veux dire, bon, Napoléon rétablit l'esclavage en Guadeloupe au prix de plusieurs centaines d'exécutions sur la place de la Victoire. Bon. Mais nous, en Martinique, on n'a pas connu ça. Et donc, en avril 1848, des gens bien intentionnés parlent d'abolir l'esclavage, parce qu'il fallait abolir à tout prix, puis il fallait faire vite, et puis il fallait que ça cesse quand même au pays des droits de l'homme. Eh bien, ce qu'on ignore, je vais aller vite parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Quand on parle de l'abolition de 1848, on dit le décret d'abolition. D'abord, Schellcher n'a jamais signé aucun décret. Schellcher n'a jamais signé de décret. Schellcher était président de la commission et ce sont les membres de la commission qui ont signé les décrets d'abolition. Ensuite, on va vous dire le décret d'abolition. Vous savez pourquoi ? Parce que les autres qui ont été signés le même jour sont tellement honteux qu'ils ne figurent même pas sur le site de l'Assemblée nationale, qui pourtant recense toutes les lois depuis les premières jusqu'à celles d'aujourd'hui. Quand vous allez chercher abolition de l'esclavage, vous allez trouver le décret numéro 1. Mais en réalité, ce jour-là, il y a eu 11 décrets de signés. 11 décrets et 2 ordonnances. Et vous avez le premier décret qui dit l'esclavage est aboli. Dans ce décret, on prévoit tout de suite la réparation pour les esclavagistes que l'on appelle pudiquement colons, alors que tous les colons ne sont pas esclavagistes. On prévoit tout de suite la réparation et on va réparer très vite, on va commencer à réparer 2 ans après par décret, parce que prendre une loi prendrait trop de temps, et on va donner l'équivalent de 1 200 € par tête d'esclaves soi-disant libérés. Certains vont en profiter pour refaire leur fortune à l'occasion. Bon. Et
le premier décret dit ça, et on ne parle que de celui-là. Mais dès le deuxième, on commence à resserrer les vis et on commence à retirer à ces gens qui auraient pu repartir dans une nouvelle vie avec cette liberté qu'ils ont tellement attendue, qu'ils n'ont pas tué le blanc. Ils ont attendu avec patience, ils ont attendu avec résignation qu'on leur donne la liberté, et on leur donne la liberté et on leur dit oui, mais. Juste un exemple. Le deuxième décret, article 1er, dit: dans les colonies où l'esclavage est aboli ce jour, les infirmes et les vieillards seront laissés sur l'habitation, à charge pour les travailleurs de donner aux propriétaires une somme de travail équivalente à leur entretien et à leur logement. C'est-à-dire qu'on a dit à ces pauvres gens, vous êtes libres, on ne vous donne rien. Vous devez assumer par vous-même immédiatement votre maison, votre nourriture, parce que le petit terrain que je vous donnais là pour cultiver, parce que je ne vous donnais pas la ration là, ben vous allez maintenant me payer un loyer, et puis la case que vous occupiez, ben vous pouvez la reprendre, mais vous allez me payer un loyer, et puis en plus on leur dit, on ne vous donne rien, mais les vieux et les infirmes là, c'est vous qui allez devoir les prendre en charge. Décret numéro 2. Et ça va comme ça. Pendant de décret en décret et de décret en décret, qui sont une honte. L'abolition de l'esclavage, c'est un crime d'État. Parce que la façon dont ils ont conçu les choses dit que, bon, vous ne pouvez pas quitter l'habitation, parce qu'ils vont prévoir que vous ne puissiez pas quitter l'habitation avec les lois contre le vagabondage. D'où votre deuxième. Je vous dis ça, mais jusqu'à maintenant, j'arrive pas à rester. J'arrive pas à ne pas pleurer quand je pense à ces gens. J'arrive pas à. On leur dit ils sont libres, et puis quand ils arrivent devant la porte de l'habitation, on leur dit mais où est-ce que vous allez? Mais non, mais tu peux pas. Attends, si tu es sur la route, alors. Je vais vous dire ce qu'on leur faisait. Et toutes les lois ont prévu ça. Ils ont prévu la loi qui empêche aux gens de quitter l'habitation, la loi, le 27 avril 1848, la loi qui fait que quand ils vont quitter l'habitation, on les arrête, on les emmène au tribunal, on les juge, on les condamne à une peine financière lourde, 1 franc la journée de travail, les peines allaient de 30 francs, 40 francs, 50 francs, parfois 100 francs. Et on prévoit le 27 avril 1848 ce qu'on va appeler pudiquement les ateliers de discipline, qui sont en réalité des camps de concentration régis par un code noir, toujours érigé le 27 avril 1848, où on va dire comment ils doivent être habillés, 10 heures de travail par jour, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Et on leur dit, comme vous ne pouvez pas payer, eh vous allez aller dans les ateliers de discipline, travailler gratuitement pour l'État pour pouvoir payer la dette que vous leur devez. Et une fois que vous avez payé votre dette parce que vous avez fait 30 jours d'atelier de discipline ou 100 jours d'atelier de discipline, sans souci de savoir si vous avez une famille, qu'est-ce qui va s'occuper de votre famille, vous sortez de là. Une fois que vous êtes sorti de l'atelier de discipline, vous êtes en récidive de vagabondage. Rebelote. C'est ça? Jamais. Moi, je voudrais que quelqu'un me dise, est-ce qu'on peut appeler ça une libération? Cette abolition du 27 avril 1848, qui a été décidée consciemment, qui a été réfléchie par des gens, est une abomination. C'est un crime contre l'humanité, et je me battrai pour que ce crime contre l'humanité soit reconnu. Parce que seraient devenus ces gens si on leur avait donné une chance? Ces gens, c'est mes parents. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus si on leur avait dit, écoutez, maintenant vous êtes libres, voici 50 mètres carrés, bon, construisez votre petit abri et puis recommencez votre vie. Qu'est-ce qu'ils seraient? Où est-ce qu'ils seraient aujourd'hui? Vous croyez qu'on aurait ce peuple à qui on dit, touchez le RSA et fermez votre bouche? Donc on a tué la liberté, on a assassiné la liberté avant même de la donner. Voilà, moi c'est ça. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, je ne pensais pas donner de suite à Zahir et Théophile, mais c'est pas possible, il faut que les gens le sachent. Et j'écris Sacré Vagabond, où j'utilise les personnages de Zahir et Théophile pour les mettre dans cette situation ignoble, indigne, révoltante.
Voilà. Moi, je suis révoltée de la manière dont on s'est assis dessus, on a mis ça de côté, et puis on vous parle le décret d'abolition. Non, les décrets d'abolition. Et on ne les trouve nulle part. C'est pour ça que je les publie dans mon livre Sacré Vagabond. Parce qu'il faut que les gens, et il faut aussi que le peuple français sache les crimes qui ont été faits en son nom, parce qu'il n'est pas au courant. C'est au nom du peuple français qu'on prend ces décrets. Au nom de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc le peuple français décide que l'esclavage est aboli et le peuple français décide que voici les conditions, mais le peuple français n'est pas au courant. Et quand il l'apprend, il est aussi sidéré que nous. Donc voilà un petit peu le contexte dont nous sommes héritiers aujourd'hui. Il y avait un décret parmi ces décrets du 27 avril qui disait que tous les petits enfants tous les petits négrillons, les négrillons et les négrites, devaient recevoir une éducation. Donc, ils devaient aller à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Eh bien, Mantine Rucaznègre, on est en 1956. Elle ne peut toujours pas envoyer son enfant à l'école et elle vit toujours sur l'habitation, 100 ans après. Vous voyez? Donc voilà l'histoire, parce que l'histoire on peut la réécrire, mais on ne peut pas la refaire. Là c'est factuel. Voilà, on ne peut pas la refaire. Il y a toujours en quelque part un petit papier, un petit document, un petit truc qui dit que tel jour il s'est fait telle chose. Et quand on le trouve, on ne peut plus l'ignorer. Moi je suis tombée sur les décrets d'abolition et vous savez la réparation, ou c'est pas maintenant la réparation, c'est tout à l'heure, on va en reparler. J'ai d'autres choses, j'ai des choses stupéfiantes à vous dire sur la réparation. Parfait, parce que... Donc sans plus tarder, nous allons basculer sur notre deuxième invité pour ce deuxième panel, donc Monsieur Michaël Joron, auteur, compositeur, interprète. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment bien nommés avec des auteurs-compositeurs. Vous êtes également réalisateur de films d'animation, des animés, donc de dessins animés, si je puis dire. Auteur de 3 livres, Kamal. Le second, anecdote illustrée du mysticisme réunionnais, mémoire endémique de la Réunion des esprits, qui s'est vu rentrer à la bibliothèque du Congrès américain. Et votre troisième ouvrage qui est pour sa part votre premier roman, Mafia créole, psyché d'un criminel néronien. Vous êtes également, donc quand je parlais tout à l'heure, réalisateur de films d'animation, on vous doit également le film dessin animé, si je puis dire, pardon, si je dois dire dessin animé, concernant la vie d'Edmond Albus, que vous avez nommé donc le scientifique noir. Et vous allez pouvoir développer là-dessus, mais nous vous écoutons déjà par rapport à la thématique qui nous concerne. Alors, pendant longtemps, sur mon île, on nous a adressé une sorte de messie. On nous parlait de Sardagariga. À chaque fois, on disait « Monsieur Sardagariga ». Il fallait dire « Monsieur », parce que Monsieur est venu nous libérer. On nous disait ça, à chaque fois ça revenait. Quand j'étais petit, c'était ça. Donc nous, on va à l'école, on consomme. Parce qu'on est des enfants. On consomme, et on est à l'île de la Réunion. Vous savez, c'est isolé. On n'avait pas le pouvoir. C'était un système colonial en place. Le général de Gaulle venait de perdre l'Algérie. Bon, c'était Debré en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Debré à la Réunion. Parce qu'il y a la montée du Parti communiste. Et ils ont peur des communistes, parce que les communistes rassemblent des Noirs, dont ma famille. Ma famille, de base, était communiste. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était naturel. Étant descendant de Mozambicains, ceux qui régnaient au Mozambique, c'était le Frélimo, le Parti communiste. Donc De Gaulle, il avait peur de ça. Il dit non, on va envoyer Michel Debré là-bas, parce que tu as subi une déconvenue en Algérie. Voilà, on t'envoie là-bas, va te mettre au vert et tout. Et lui, comme il voulait voilà, redorer son blason, il s'intéresse à ce qui se passe sur notre île. Et on est dans les années 60, à ce moment-là, en 1965, pour être précis, il y a une levée de l'autonomie. Les gens veulent l'autonomie à cette époque, parce que la Réunion est agricole. Donc la Réunion est autosuffisante. Debré, qu'est-ce qu'il fait? Il voit d'où vient le problème. Il se remémore les marrons.
Brûlez les archives, il dit. Brûle les archives. Où il y a les noms des grands marrons et tout ça. Parce que nos montagnes, Pitoanchin, c'est Laosa, Salazi, Mafati, c'est des noms de grands marrons qui ont créé des royaumes, qui ont refusé l'esclavage. Ils ont dit, ok, on est maltraités. Mais on ne va pas vivre comme des victimes. On va aller dans les montagnes. Parce qu'on avait de la chance. Parce que la Réunion a des reliefs où tu peux te cacher dedans. Et pour monter là-bas, il faut être bon. Même les soldats, ils avaient du mal et tout ça. Et comme c'est très boisé, pratiquement la jungle, tu peux vivre dedans. Donc ça crée des royaumes. Des petits camps devenaient des grands royaumes. Et donc, comme ces petits camps deviennent des royaumes, un jour, ils ont l'idée, ils disent, ben, écoutez, on va faire une coalition, on va mettre un roi suprême. Comme basé un peu sur le système malgache. Parce qu'on est des descendants, moi je suis descendant de Mozambicains et de Malgaches. Là-dessus est venu se greffer de l'Angolais, du Brésilien et un peu d'Haïtien. Et donc, à partir de ce moment-là, le marronnage connaît un essor. On occupe 80% du pays, là où le roi de France n'a pas autorité. Il n'a aucune autorité. C'est-à-dire qu'il va commander dans les bas, mais dans les hauts, 80% du pays, il ne commande pas. Les troupes ne peuvent même pas monter. Parce qu'il y avait des guerriers féroces et des guerrières féroces, font en hommage à nos grands-mères comme Simon Gavol, Marianne, Eva. À chaque conférence, je dis leur nom. Parce que c'est important. Ces femmes-là ont mis leurs enfants sur leur dos et ils ont dit c'est fini. Viol, meurtre et tout, c'est fini ça. Il y a des fils qui ont porté leur mère qui n'arrivaient plus à marcher sur leur dos. Ils ont dit on s'en va. On va voir le roi Pitré, on va voir le roi Baal. Lui va nous protéger. C'était ça qui courait dans les plantations. On va voir Baal, on va voir Pitré. Ah, il y a un grand chef marron là-bas, il va nous protéger. Ah, il y a un grand roi marron, Tsimandev, il va nous protéger. Donc les gens, ils y allaient. Et donc c'était un gros problème le marronnage sur l'île de la Réunion. Parce qu'à un moment, on mettait tellement la pression qu'on était en train de récupérer l'île. Et c'est de ça, justement, pour faire la corrélation avec l'histoire que je vous ai dit au début, c'est de ça que se sont inspirés mes grands-parents en 1965. C'est de ça que s'est inspiré mon grand-père quand il écrivait tout le temps. C'était l'un des rares à savoir lire et écrire et aller enseigner au noir. C'est ce que ma famille a toujours fait. C'est cette histoire qui a été inspirée. C'est pour ça qu'à la base, Paul Vergès du Parti communiste, il est arrivé, il a vu, il a saisi la résonance dans le peuple. Il s'est dit, bon, on va prendre ça. Il a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il fallait une opposition à cette droite raciste, à Debré. Moi, attention, hein, c'est pas pour dire, on place ces choses dans leur contexte. Je ne parle pas de la droite de maintenant, hein. Je vous parle de la droite de l'époque, la dure, là, la colonialiste. Là. Celle qui arrive quand on voit les gendarmes, quand il y a un problème. Comme, comment il s'appelait là? Un préfet là, Bradier. Dès qu'il y avait un problème, allez, on envoie l'armée. C'était ça. Moi, je reste en corrélation avec mon homologue là, parce qu'elle a parlé de ce passé douloureux, qui est présent autant en Martinique, autant en Guadeloupe, autant en La Réunion, autant en Haïti. Et Guyane, partout dans le monde. Et ça s'est traduit encore dans l'époque moderne. Quand les Noirs allaient voter à La Réunion, on disait à mon grand-père, à ma grand-mère, on leur disait, on rentrait dans l'île, tu votes pour qui là? Tu votes pas communiste, hein? Toi tu es nègre. Vous croyez que vous allez prendre le pouvoir? Tu vas voter Debré. Parce que c'est le général ici. C'est De Gaulle. Et il y a intérêt à ce qu'il y ait un portrait de De Gaulle dans ta maison. Hein. On nous disait ça. Donc c'est l'héritage. L'héritage colonial esclavagiste qui s'est répercuté jusqu'à présent, là on parle de la période 1960. Oui. C'est pour ça. Parce que comme elle a fait un très bel exposé que j'ai écouté sur l'esclavage, sur la condition et le conditionnement de nos ancêtres, qui a continué? Ce qui a amené aussi à la ségrégation aux États-Unis, partout, etc. Mais sous différentes formes dans le monde. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est pour ça que moi, je parle de marronnage. Parce que je ne veux pas que les petits, quand je vais les voir dans l'école,
Ah oui, mais nos ancêtres n'étaient que des esclaves. Non, tes ancêtres étaient des rois. Moi, j'ai un ancêtre à Madagascar. Parce que je viens du clan Ova, qui était roi, le roi Reniarivoni. C'est mon ancêtre direct. Lui, en 1877, à Madagascar, il abolit l'esclavage. Alors que Radama Ier, son prédécesseur, avait déjà, en 1813, ordonné qu'on abolisse l'esclavage. Mais les esclavagistes n'ont pas écouté. Les esclavagistes, c'était c'est terrible parce que, arrivé un moment, on s'esclavagisait entre nous. Et donc, mon ancêtre, qui a régné 30 ans, et à son âme, j'espère qu'il m'entend, il a régné 30 ans. Et il a dit, il était marié aux reines, il a dit non, on va abolir définitivement l'esclavage en 1877. Donc, ils abolissent définitivement cet esclavage à Madagascar. Longtemps après la Réunion. Parce que c'est pas possible. Et donc, cet ancêtre-là, pour finir, il reste au pouvoir, il améliore les choses, il rend l'armée malgache fort. Mais que font les Européens? Il y a l'or, il y a les diamants, il y a tout ça qu'ils convoitent. Les Anglais, les Allemands, les Français. Ils veulent ça. Donc ils viennent, ils envoient 15 000 soldats, ils mettent la pression. Mon ancêtre ne cède pas. Reniarivoni ne cède pas. Il cède sur rien. Et ils envoient l'armée. Ils se partagent l'Afrique de l'Est et tout ça, les Portugais, tout ça, tout le monde se partage. Et toujours dans le thème, hein. Attention, on sort pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc, dans le peuple, se trouvent des soutiens à l'armée française et tout ça. C'est les mêmes esclavagistes à qui il a interdit de faire l'esclavage. Les mêmes. Parce que c'était foutu, ce système. Et ces esclavagistes, c'était pas des blancs. C'est des malgaches. Vous voyez? Un peu plus clair. C'est tout. C'est-à-dire que ce système-là, on le récupère. Et il se répercute. Encore et encore. Après, bon, ils prennent tout à mon ancêtre, ils le prennent, ils le foutent dans un bateau, ils l'envoient en Algérie. Ils disent, bon, tu vas mourir là-bas en Algérie. Après, ils ont dit qu'il était mort d'une fièvre, mais en fait, on sait tous qu'ils l'ont empoisonné parce qu'il gênait. Parce qu'après, ils sont rentrés, ils ont envahi Madagascar. Bref. Maintenant, je vais finir là-dessus. Pourquoi je reste axé? Parce que, voilà, il fallait que je rende hommage à cet ancêtre, tout comme Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines, ou les Bois-Rontonnières ont aboli l'esclavage sur la terre. Mais pourquoi je parle de ces héros? Pourquoi je parle du marronnage et tout ça? Parce que je refuse, en ma qualité d'homme, de me dire qu'on a attendu là, comme ça. Ouais. J'ai attendu. Ah ben heureusement, ils sont venus nous donner l'abolition. Tu vois? Parce qu'on me dressait Sardagariga, il était dessiné comme Jésus. Sans manquer de respect à personne. Hein. Il était dessiné comme Jésus, le gars était là comme ça. Vous devez l'honorer. Alors que la réalité... Voilà, voilà. Et le premier à avoir mis, et je suis fier parce que j'habite Saint-Louis de la Réunion, l'une des villes où il y a eu le plus d'afro-déportés, où il y a des noms de marrons. J'habite dans une ville où il y a plein de noms de marrons. Et vous dire les choses, je ne suis pas plus communiste que ça, mais c'est le parti communiste qui a mis ça en place. Mon père s'est battu, mon grand-père s'est battu, ils ont enfermé mon grand-père 1 an. Toute ma famille, même avant le parti communiste, se battait pour éduquer les esclaves à l'époque. C'est prouvé. Parce qu'on était de ceux qui savaient lire et écrire, pour qu'ils puissent garder leurs droits. Elle parlait des terres. La maman parlait des terres. Et elle a raison. Il y en a qui ont parlé des terres, mais il y en a qui ont eu la chance de récupérer des terres. Et quand ils récupéraient des terres, vous savez quoi le problème? C'est que beaucoup ne savaient pas lire et écrire. Donc on arrivait comme ça pour 2000 francs. C'est beaucoup d'argent. Hein. On arrive à côté de toi, 2000 francs, c'est beaucoup d'argent, réfléchis. Et qui venait court-circuiter les affaires? Il y avait mon grand-père qui arrivait avec son petit livre et tout. Là. Il disait, non, vends pas tes terres pour 2000 francs, tu es fou. Les membres de ma famille. Et comme ils gênaient le business, on les attrape, on les enfermait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je parle je parle comme ça. Des fois on dit, ah, il est habité. Non, il n'est pas habité. Il y a une histoire familiale derrière et je dois représenter ça. Je finis là-dessus. Parce que si je ne fais pas ça,
la transmission n'est pas là. On est là pour transmettre. Et c'est ce qu'on fait. Et maintenant, je laisse la parole à mes collègues. Christian Delorme, c'est à vous désormais. Donc je tiens à rappeler et annoncer pour celles et ceux qui ne le savent pas que vous êtes prêtre humaniste, auteur également. On vous doit La Marche, je sais que normalement le livre s'appelle Marche, mais on peut dire La Marche, parce qu'on sait de quoi il s'agit. L'Église, la République, l'Islam, un chrétien et un musulman dénoncent, que vous avez écrit conjointement avec Rachid Benzeddine et également Pierrette Reblandou-Gouraud. Et également, je dirais, la suite de ce best-seller qui a été La République, l'Église et l'Islam, un essai document divers que vous avez coécrit, toujours avec Rachid Benzeddine. Donc Christian Delorme, c'est à vous. Écoutez, merci. C'est difficile de prendre votre suite parce que vous nous avez apporté le poids de la souffrance de millions et de millions d'hommes. Et aussi le poids de la révolte et de la dignité en face de tous ceux et toutes celles qui veulent détruire l'homme, quel qu'il soit. Alors moi, évidemment, je n'ai pas la même histoire que vous. Cela dit, j'ai toujours été sensible à la question de l'esclavage depuis mon adolescence, tout en étant lyonnais, qui n'a pas été une grande ville esclavagiste, heureusement. Et ce que je peux dire aussi, c'est que l'esclavage, c'est toujours une réalité d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, parce qu'il y a des conséquences de l'esclavage, mais malheureusement, il y a aussi le retour de nouvelles formes d'esclavage. Moi, je suis très lié aujourd'hui à des jeunes migrants africains qui sont passés par la Libye, où ils ont vraiment été esclaves, comme on l'était au XVIIIe siècle. J'ai eu l'occasion aussi d'enquêter, il y a maintenant une vingtaine d'années, sur l'esclavage en Mauritanie. Donc c'est une réalité qui est toujours présente. En fait, si on me proposait d'intervenir dans cette table ronde, c'est parce que il y a maintenant presque 3 ans, j'avais été un peu intrigué par la commémoration du 3e centenaire de la naissance d'un Lyonnais, de Pierre Poivre, qui a été intendant du roi aux îles de Mascareigne. Et dans les commémorations qui ont eu lieu sur la région, on évoquait le fait qu'il avait été anti-esclavagiste. Et je m'étais dit, tiens, ça c'est intéressant, il y a eu au moins un Lyonnais qui a eu une attitude positive. Depuis, je me suis aperçu que c'était plus compliqué que ça, que le rôle de Pierre Poivre est plus compliqué. Mais du coup, ça m'a invité à regarder d'un peu plus près comment est-ce que ces grands débats autour de l'esclavage, avant la Révolution française de 1789, après et jusqu'en 1848 qui vient d'être évoqué, comment est-ce que dans l'opinion publique ces débats avaient pu être pris en compte, puisqu'il était impensable quand même que dans la deuxième ville de France, eh bien, ces débats qui ont beaucoup touché la société française n'aient pas eu d'écho, de retombées. Voilà. Alors j'ai eu quelques bonnes surprises. Mais je pense qu'il y a aussi des mauvaises surprises. Parce que ces derniers jours, en refouillant un peu avec ce que je suis, je ne sais pas si je suis un artiste, mais je ne suis pas un historien en tout cas, je me suis aperçu qu'il y avait quand même eu des Lyonnais qui avaient été esclavagistes. Alors un tout petit nombre. Hein. D'une certaine manière, Lyon a eu la chance de ne pas être une ville portuaire, en tout cas une ville atlantique ou méditerranéenne. Mais il y a quand même quelques Lyonnais qui sont partis aux îles de France, d'Amérique et aux îles Mascareigne au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et je me suis aperçu que malheureusement, parmi ceux qui sont partis, même si c'est un petit nombre, il y a eu quelques esclavagistes, notamment au XVIIIe siècle, un homme qui est présenté comme négociant et armateur, qui s'appelait Nicolas Cormaran, et qui a été un gros esclavagiste, qui allait chercher des esclaves sur ce qui est devenu la Tanzanie et qui les emmenait à l'île Maurice. Donc il y a aussi une histoire de l'esclavage ici à Lyon aussi, petite sans doute, mais probablement d'ailleurs que ces gens qui avaient gardé des contacts avec Lyon pouvaient amener aussi des domestiques noirs, comme on disait, au XVIIIe siècle. Mais c'est
c'est quelque chose qui est à creuser. Mais moi, ce qui m'avait intéressé dans la suite de ma découverte autour de Pierre Poivre, ça a été de voir qu'il y avait eu aussi un mouvement abolitionniste à Lyon. Et ça, c'était intéressant. Il y a notamment un personnage qui a été complètement oublié à Lyon, qui était le pasteur Benjamin Frossard, un pasteur du XVIIIe siècle, qui est né en Suisse, mais qui arrive à Lyon alors qu'il a autour de 25 ans, et qui vient pour la petite communauté calviniste suisse et allemande qui est à Lyon. Et cet homme est un esprit éclairé. Il se passionne, alors je ne sais pas trop par quel biais, pour la cause des Noirs. Et il va publier à Lyon en 1789, juste avant la Révolution, un ouvrage de 700 pages qui est à la bibliothèque municipale de Lyon, qui s'appelle « La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée ». Et cet homme va devenir un passionné de la cause de l'émancipation. Il va aller en Angleterre pour rencontrer les abolitionnistes anglais, et il est parmi les premiers membres de la Société des Amis des Noirs quand elle est créée à Paris en 1788 et à Lyon. Donc il va continuer ce combat. Il va même défendre devant la Convention la cause de la libération des Noirs. Donc il y a une belle figure helvéto lyonnaise qui mériterait d'être ressortie des archives. Je disais tout à l'heure, Pierre Poivre, c'est plus ambigu parce qu'il a été aussi alors il a sans doute fait des choses intéressantes. Il a développé qui était l'île Maurice, l'île de France à l'époque, notamment puisqu'il avait réussi à importer d'Indonésie des épices et en plantant notamment des girofliers, des poivriers. D'ailleurs, poivre vient de son nom. Il a donné à la France, il a permis à la France de récupérer une part du monopole que les Hollandais avaient sur le commerce des épices. Donc il a sûrement joué un rôle. Il est anti-esclavagiste au moins à la fin de sa vie, parce qu'il considère que, enfin à la fin de sa vie, au moins à la fin de sa présence à l'île Maurice, parce qu'il considère qu'économiquement c'est aberrant. Mais c'est pas forcément par humanisme ou par souci de la dignité des hommes. En revanche, il a une femme qui est une femme formidable, qui est 30 ans plus jeune que lui, qui s'appelle Françoise Robin, et qui, elle, va être aussi une des militantes de la cause de l'abolition. Elle va être également membre de la Société des Amis des Noirs, et jusqu'à la fin de sa vie, elle défendra la dignité et la liberté des Noirs. Voilà. Donc ce sont des personnages comme ça qu'on trouve dans notre histoire. Et puis alors au niveau plus large, plus populaire, même si c'est difficile de savoir ce que ça représentait vraiment comme mouvement populaire, mais il y a dès les années 1790 à Lyon des gens qui signent des pétitions pour l'abolition de l'esclavage. Il y a à la suite de la deuxième abolition de 1794, il y a, je suis un bon élève, il y a une grande fête de la libération des Noirs qui a lieu à Lyon. Alors c'est une période difficile pour Lyon parce que Lyon s'étant révolté contre la Convention en 1793, en octobre 1793, la Convention a déclaré que Lyon n'est plus, et donc ce n'est plus qu'une ville franche. Voilà. Mais voilà, donc il y a des mouvements populaires. Ce qui serait intéressant de creuser aussi, c'est de voir par la suite, après 1848, Lyon a été une ville de grande expansion missionnaire au XIXe siècle, avec la Société des missions africaines de Lyon en particulier. Ce serait intéressant de voir comment ces missionnaires européens se sont comportés dans les différents pays où ils se sont retrouvés et comment ils ont plus ou moins abordé cette question de l'esclavage et des suites de l'esclavage. Il y a un travail intéressant à faire. Moi, qui suis prêtre catholique, je suis obligé de reconnaître, de voir que dans cette période-là, heureusement qu'il y a eu l'abbé Grégoire, mais que dans cette période-là, l'Église n'est pas, en tout cas l'Église de France, n'est pas très parlante en faveur des Noirs. La papauté l'est un peu plus, mais l'Église de France est assez silencieuse. Et complice. Et on peut dire complice, bien sûr. Je vous remercie, Monsieur Delorme, pour cet éclairage. Et c'est vrai que
il fallait le souligner. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de cran, de l'avoir fait, mais en tout cas, vous l'avez très bien exposé et en détail. Et il y a quelque chose qui, dans votre analyse, en tout cas ce que vous nous avez présenté, que vous n'avez pas développé, mais ça sera peut-être le sujet pour une autre fois, mais vous l'avez dit. Et vous avez évoqué un laps de temps, je ne sais pas si vous avez perçu l'esclavage domestique, notamment avec, donc j'ai compris, M. Poivre, qu'il est possible qu'il en ait ramené à Lyon et que l'esclavage, enfin qu'il y ait eu ce type d'esclavage-là, parce que c'est un pan de l'esclavage dont on parlait, l'esclavage de France, entre guillemets, ou qui a sévi en France, en territoire français, je dirais la logique ou je vais parler de la légende urbaine carrément, veut que ça se soit passé ailleurs. Alors que, je parle au conditionnel, ça s'est peut-être passé à Lyon de manière domestique, ça sera votre travail de le démontrer, j'espère dans un prochain livre, mais très clairement ça s'est passé à Bordeaux, et ça les Bordelais ne le savent pas, au mieux, au pire le nient. Ça s'est passé aussi dans d'autres comtés qui s'étaient vus érigés en libératrices telles que le Canada. Au Canada, il y a eu des esclaves domestiques. Pourtant, aujourd'hui, on vous dit, mais non, le Canada, c'est la terre où les esclaves fuyaient pour être libres. Mais non, c'est juste qu'il n'y avait pas de plantation. Ça se passait à l'abri des maisons feutrées, des belles mansardes, etc. Mais il y avait quand même cette forme d'esclavage qui subsistait. Et ça, c'est très important de le dire. Et vous avez été le premier à développer. Donc, merci pour ça. Merci. Donc, Alain Kempfack, c'est à vous. Vous êtes président de Valeurs d'Afrique, mais pas que, et vous allez nous expliquer justement ce que vous développez et qui rentre dans le cadre historique des mémoires de l'esclavage et de leurs abolitions. Merci de me donner la parole et à la limite, je pense que ça tombe bien que je parle en dernier parce que quand Jean-Éric m'avait dit je vais intervenir dans ce panel, je lui ai dit non, mais moi je ne suis pas historien, je ne vois pas très bien ce que je vais venir faire là-dedans. Et comme ils ont planté le décor, ça m'a permis de bien construire mon intervention et finalement je crois que j'ai toute ma place et surtout cette place d'intervention en dernier. Avec plaisir. Parce que n'étant pas historien, l'histoire m'a rattrapé. J'étais peut-être pas un très bon élève à l'école en matière d'histoire et que j'ai pas une très bonne mémoire, je suis plutôt synthétique. Et ce qui fait que j'ai constaté, j'ai fait la synthèse de tout ce qui précède et j'ai fini par trouver que j'ai quelque chose à dire d'intéressant qui rentre dans le cadre de ce panel. C'est que l'histoire dont on parle, c'est une histoire qui a plusieurs facettes. C'est une histoire qui a plusieurs composantes. C'est comme un millefeuille, ou à la limite, peut-être, je vais prendre peut-être un objet que j'aime beaucoup, une pyramide. Une pyramide parce que vous avez plusieurs faces, et puis de chaque côté on voit une face, et on a l'impression que bon, quand on a vu cette face-là, on a vu la pyramide. Mais il faut pouvoir voir les trois faces pour l'avoir vue. Et en ayant écouté, j'ai les autres faces, et en intervenant le dernier, je pense apporter aussi une contribution à cela. Pourquoi ? Parce que je suis originaire d'Afrique, je suis d'une génération qui découvre, je suis des années 60, et dans les années 60, les premiers échos que j'ai, c'est que mon père il écoute la radio et on parle de Cassius Clay, on parle comment il s'appelait celui qui est Jesse Owens, c'est Jesse Owens, de toutes ces stars de l'athlétisme, du sport. Et un peu plus tard, on découvre la musique qui vient des Antilles. Et donc, nous en Afrique, on rêve de tout cela. À la limite, on regrette de ne pas être de cela. On regrette de ne pas être de cela et on grandit avec cela. Tout à l'heure, dans la discussion, il y avait quelqu'un a dit mais pourquoi au Sénégal, on a tant de femmes qui n'ont pas les cheveux naturels? Parce que quand on voit tous les films noirs américains, on voit comment les Beyoncé, on voit à quoi ressemblent les cheveux. Quand on regarde aussi beaucoup de stars antillaises, on voit les cheveux. Et les Africains ont grandi comme cela. Et ça crée des malentendus. Ça crée des malentendus. L'histoire dont on parle, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont partis et ceux qui sont restés.
ceux qui sont partis parlent de la déchirure de ce départ, mais les autres, on a évoqué la colonisation. La colonisation est restée effacée en mettant autre chose dans la tête, les enfermant dans un carcan qui était religieux, qui était souvent religieux, qui était administratif, parce qu'on apprenait à avoir peur du préfet, ou du sous-préfet, de la police et tout cela, et après on disait il faut aller à l'église. On disait vous n'avez pas de culture, il faut oublier vos ancêtres, il faut oublier vos croyances, il faut oublier tout cela. Donc la colonisation a été cela, enfin, si on peut se permettre de dire, l'histoire de l'esclavage a été cela pour la partie de la famille qui est restée. Donc je suis un des ressortissants. Et beaucoup plus tard, quand je me retrouve en France, et puis je vois que on a des problèmes de papier, et puis que on a des entiers qui nous regardent bizarrement, et puis après, je comprends que on aurait vendu, nos ancêtres auraient vendu les leurs, et puis donc, du coup, on a ce rêve de devenir antillais qui commence à disparaître, et donc c'est l'affrontement. Quand je dis l'histoire m'a rattrapé, je fais un grand bond pour aller très vite, je me retrouve en 2015, ça fait un moment qu'on parle depuis quelque temps d'un site qui s'appelle Bimbia, qui est là, et en tant qu'éditeur, on a édité ce magazine-là sur Bimbia. Une chercheure, ils aiment bien qu'on dise africaine-américaine, Dr Lisa Aubrey, qui a fait un travail pour sortir ce site de l'oubli. Ce site se trouve au sud-ouest du Cameroun. Moi, je suis camerounais, j'ai fait toutes mes études jusqu'à les études universitaires au Cameroun. J'ai habité à Douala, qui est à 60 km de ce site-là. Jamais entendu parler. Et c'est en 2015 que j'en entends parler, alors que je suis allé à Gorée en 1983. Et depuis, on nous parle, effectivement, tout le monde connaît la maison des esclaves à Gorée, mais quand vous aurez le temps de regarder ces quelques images, vous verrez ce que c'est que Bimbia. Et je vais parler, là, je vais citer Monsieur Doudou Ndiaye, qui a été, pour ceux qui le connaissent, directeur du programme La Route de l'Esclave à l'UNESCO. Il est sénégalais, et donc il aurait pu vouloir protéger Gorée, mais il dit, quand il est allé à Bimbia, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que Bimbia, allez, on va dire que Gorée, je parle comme lui, hein, là je rentre dans sa peau. Gorée, c'est une maison. Au Ghana, vous avez un château, mais Bimbia, c'est une ville. Parce que vous avez plusieurs sites. Et on parle de la porte, la fameuse porte du non-retour. À Bimbia, il y en a deux, une un peu plus petite et l'autre plus importante. Et les vestiges de Bimbia sont encore présents et plus impressionnants. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ça fait 5 ans que j'entends vaguement parler de cette histoire, mais je n'avais pas idée de ce que cela représentait. J'avais la chair de poule, comme vous disiez tout à l'heure, à m'imaginer ce que c'était que Bimbia. Bimbia, finalement, on se rend compte, grâce aux travaux du docteur Aubrey, que c'est en fait un peu comme un point de rassemblement. C'est-à-dire qu'on allait chasser les espèces solides et travailleuses à l'intérieur des terres, et on les parquait là, le temps qu'il y ait la masse critique pour justifier un gros porteur, un gros bateau, pour venir les embarquer. Or, si vous vous retrouvez à Bimbia, après 16 heures, je peux vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes bouffé correctement par des insectes et le climat et les conditions très difficiles. D'autant plus difficiles que ceux qui sont là sont des agriculteurs et ils viennent de l'intérieur des terres où il fait frais, très souvent de la montagne, il fait frais, et à cet endroit-là, ils ne connaissent personne, ils n'ont rien, et c'est de la souffrance. Donc on dit, c'est un se jeter dans la mer, et cela c'est un fuyer. Enfin, j'essaie de faire l'économie juste pour expliquer que moi, ce que je comprends finalement après cette expérience de Bimbia, c'est que l'histoire telle qu'on nous l'a racontée, pour ceux à qui on a raconté l'histoire de l'esclavage, parce que je vous ai dit, moi c'est en 2015 que réellement je comprends
cette histoire-là. Parce que j'ai vu comme beaucoup de personnes, je suis allé en 83 à Gorée, mais j'écoutais ces histoires qu'on racontait, mais elles ne me touchaient pas. Mais une fois que j'écoute Bimbia, alors à ce moment-là, il y a comme une remontée de souvenirs d'enfance, de ma grand-mère, et je comprends pourquoi quand on allait à Kribi, Kribi c'est la plage, c'est la côte de Cameroun, quand on allait à Kribi, ou même à Limbe, qui est à deux pas de Bimbia, on nous dit, ma grand-mère faisait le deuil tant qu'on n'était pas revenu. Parce que pour ceux de l'intérieur des terres, la mer avait emporté beaucoup de leurs. Et il paraît, voilà, c'est comme ça on disait, il paraît qu'on les a amenés quelque part où ils travaillent pour des Blancs. Ça, c'est des bribes d'histoire dont personne ne savait rien, puisque pour les gens de l'intérieur des terres, ils ne savaient pas qu'après la mer, il y a une autre terre. Là, on parle des affaires de l'époque où la connaissance des gens se limitait au village. Déjà, pour aller au village d'après, c'était des jours de voyage. Donc, quand on voyait ceux qui avaient réussi à s'échapper, à ne pas monter dans le bateau et qui revenaient au village, ils disaient que l'eau les a emportés. Donc, l'histoire, pour ceux qui sont restés, s'arrête là. Et il se trouve que quand moi je suis donc embarqué dans ce train avec le docteur Lisa Aubrey, ce que je rêvais d'avoir, bien qu'ayant épousé une Antillaise, qui n'était jamais arrivé, parce que je n'avais jamais eu vraiment une immersion dans le monde antillais, je l'ai découvert avec les Africains américains. Et là, on a tout fait, on est allé dans des anciennes maisons d'esclavagistes, on a fait des conférences, j'ai discuté avec des gens et j'ai compris que c'est là que j'ai compris ma propre histoire et j'ai compris qu'en fait, voilà, une famille, on arrive, on sépare la famille, on en envoie à droite, à gauche et puis il y en a qui restent et celui qui reste, il vit une vie, les autres partent, mais ceux-là sont conscients. Ils sont conscients, beaucoup plus conscients aux États-Unis. Pourquoi ? Ils sont beaucoup plus conscients aux États-Unis parce que, comme c'est un État cosmopolite qui assume sa diversité, chaque composante apprend à ses ressortissants ses origines. Seulement, les Africains américains, on leur dit, vos origines commencent à votre maître. Vous appelez Lincoln ou Aubrey, vos origines s'arrêtent aux Aubrey. Et ça, ils ont du mal à l'admettre. Et donc, ils recherchent leurs origines. Contrairement aux Antillais à qui on dit non, c'est l'assimilation, il faut s'intégrer. Et en plus, ils vous ont vendu. Donc, on cherche très peu. En tout cas, moins. Il y en a, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins qui cherchent leurs origines. De plus en plus maintenant. Maintenant, il y a un travail qui est fait, mais il est beaucoup plus récent. Parce que là, je vais parler sous votre contrôle, vous me démentirez. Moi, je pense, tout simplement, quand je regarde dans ma belle famille, très peu de mes belles sœurs ou mes beaux-frères connaissent l'histoire du Bimidum. Oui, mais même qui est très contemporaine. Qui est récente. Ça veut dire qu'il y a une chape de plomb qui s'est posée là-dessus. Et là, vous retrouvez la même à Bimbia, parce qu'à Bimbia, les contemporains, l'histoire a eu du mal à sortir, parce que quand les gens sont partis pour dire, Bimbia c'était dans la forêt, et quand on a dit, mais il paraît qu'il y a quelque chose ici qu'on va voir, et c'est une africaine-américaine qui nous a dit qu'il y a quelque chose. Mais les gens se sont dit, mais c'est de la sorcellerie. Comment se fait-il qu'elle n'est jamais venue et elle sait qu'il y a quelque chose ici? On dit, qui vous a envoyé? Pourquoi on vous a envoyé? Et quand elle a commencé à dire oui, elle a fait des recherches. Elle a trouvé qu'il y avait des bateaux qui étaient partis d'ici, qui avaient transporté des gens, et qu'il devait y avoir quelque chose. Et qu'elle a plusieurs documents qui attestent qu'il doit y avoir des traces d'un vieux port à Bimbia. Et finalement, quand le chef de Bimbia accepte qu'on aille voir ce site, en fait, c'est une zone, comme on dit, pour parler en anglo-saxon, no-go zone, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de culture, il n'y avait rien, c'était dans la brousse et personne n'y allait, parce que c'était un lieu de honte. Les côtiers qui étaient là étaient conscients d'avoir été impuissants devant une situation cruelle et personne ne voulait qu'on en parle. Personne ne voulait qu'on en parle. Et donc, pour faire court, je pense qu'en tant qu'éditeur,
je me suis dit, il est important d'arriver à éveiller les esprits sur la complexité de cette histoire-là. Et plutôt que juste de dire on célèbre la mémoire, les abolitions, etc., c'est de se dire il y a ce qui s'est passé avant, et puis il y a qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pour nous, il faut se réconcilier avec l'histoire en essayant de réajuster donc toutes ces, je ne dirais pas ces faussetés, mais toutes ces distorsions. Il y a réconciliation des familles et puis il y a réconciliation des peuples. Parce que nous, on a monté une exposition sur la thématique pour continuer à parler de ce sujet. Il y a une vingtaine d'artistes de la région de Lyon qui ont chacun sont mis au travail pour produire des textes et des tableaux pour que cela ne se reproduise plus et pour qu'on ne l'oublie pas. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la réconciliation et il faut qu'on travaille sur la tolérance. Et pour cela, on a besoin des travaux comme ce que vous avez fait, parce que franchement, vous m'avez beaucoup édifié sur ce que vous avez dit. Et je me dis, j'espère avoir suffisamment de vie pour me plonger dans toute cette histoire-là, mais pas juste pour faire regarder un rétroviseur, mais c'est pour pouvoir tracer la voie pour les nouvelles générations dans la construction d'un vivre ensemble qui soit meilleur. Eh bien, Alain Kenfak, je pense que vous avez été le bien nommé et avoir clôturé ce panel parce qu'en effet, vous avez de belles manières tendu, passer le témoin à ceux que nous allons accueillir après, notamment je pense au vice-président de Synergie Outre-mer qui pourra développer surtout le travail de recherche qui est le vôtre au sein de l'association pour la transmission et les recherches des ultramarins de par leurs origines et ce qui va développer plus tard. Donc ça, je trouve que c'est un beau passage de témoin. Je voulais également rappeler donc que Monsieur Kenfak est donc, comme il nous l'a rappelé, l'éditeur du magazine Village d'Afrique, pour lequel nous vous déposerons les liens pour pouvoir le consulter, l'acquérir, et rappeler aussi un passage de votre analyse qui est très très pertinent quand vous parliez de votre grand-mère. Et en fait, c'est toute la réminiscence du souvenir post-traumatique qui est là, entre ceux qui sont restés par rapport à ceux qui sont partis. Et je pense que du haut de... Vous aviez quel âge? Vous étiez peut-être adolescent ou jeune même enfant, quand mamie disait ou pleurait, donc était en deuil, littéralement, parce que vous alliez à la page, deviez vous dire, oh là là, mamie a peur qu'on se noie. On comprenait pas. Et en fait, c'était ailleurs. C'était ancré en elle, dans son ADN, et il y avait une peur viscérale de ne plus jamais vous voir revenir. Ah oui, et là, j'accompagnais l'auteur Lisa pour faire interviewer certains anciens, et ils nous disaient, mais quand on leur disait, mais il y en a qui pensent que les Africains ont vendu, ils disaient, mais comment on peut penser ça? Il dit, là, dans l'Afrique, comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui vend son enfant, c'est quelqu'un qui est maudit. C'est quelqu'un qui est maudit, quelqu'un ne peut pas... Et quand on lit des textes, parce que c'est là où je dis il faut vraiment qu'on transpose tout cela, quand on lit des textes anciens des auteurs, des auteurs africains qui, eux, parlaient de la colonisation, mais à l'intérieur, il y a des bribes de l'histoire de l'esclavage, mais sauf que personne ne met le mot esclavage. Parce qu'on dit, on est venu dans un village, on a pris les jeunes qui étaient vaillants, on les a menés en disant au chef qu'il y a du travail pour eux là-bas et qu'ils vont revenir à la fin du chantier. Ils ne revenaient jamais. Et si le chef osait revendiquer, oui, il était mis lui-même en prison. Il était mis lui-même en prison. Voilà. Et donc, je voulais juste, peut-être pour l'actualité, préciser que nous sommes en train de préparer un documentaire donc, sur Bimbia, à partir de certains travaux du Dr Aubry et d'autres, mais surtout que là, grâce avec l'exposition et donc qui a une partie pédagogique et une partie artistique, nous sommes en train de lancer bientôt un Bimbia Tour de France. Ça va être une caravane qui va aller de ville en ville pour pouvoir aller dans des zones reculées. Et donc, j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui sont intéressés d'accueillir cette caravane, ils peuvent nous contacter à cet effet. Si la France doit une indemnité pour cet état social qu'elle a toléré et qu'elle supprime, elle la doit bien sans doute
à ceux qui en ont souffert autant qu'à ceux qui en ont profité. Quand on parle de crime d'un point de vue juridique, il y a toujours des réparations derrière, tout le temps. My lady.